Alors, comment dire, oui, bon, ce sujet de la révolution militaire sur lequel je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant est un sujet absolument gigantesque et vous vous douterez bien qu'en l'espace d'une heure, même 2 heures en comptant les réponses aux questions qui permettront de faire des compléments, je pourrais à peine l'esquisser, hein, de toute façon, c'est un sujet absolument gigantesque. Bon, d'abord un tout petit caveat pour commencer, on parle de révolution militaire, moi aussi, mais c'est plus par habitude, par commodité et je dirais par inertie. Parce que en fait, alors c'est un débat, vous allez me dire, c'est un débat byzantin qui concerne uniquement les chercheurs, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un débat épistémologique très important pour nous. C'est que le terme de révolution n'est pas du tout adapté. On emploie le mot révolution à tire-larigot, pour un oui, pour un non. Il y a un nouveau modèle de pneus pour les Jeeps, ça y est, c'est une révolution militaire. Bon, il y a tout un effet marketing absolument insupportable qui se déploie. Donc, non, faudrait réserver... En plus, le terme de révolution, si on veut être sérieux et procéder à avec une méthodologie scientifique rigoureuse, une révolution, ça veut dire au départ, c'est un terme qui vient de l'astronomie, hein, je vous le rappelle, ça veut dire qu'on tourne et on vit au même endroit. Donc, non, en l'occurrence, le terme qui serait le plus adéquat pour parler de tous les phénomènes que je vais évoquer ce soir, ce serait celui de mutation, y compris au sens biologique. Hein, y compris au sens que ce mot a pris avec notamment toute la biologie néo-darwinienne de ces dernières décennies, qui a bien montré, qui a précisé notamment les travaux de Darwin en montrant que l'évolution des espèces ne se fait pas de façon linéaire, mais procède de façon chaotique avec des paliers, des hockey en quelque sorte. On peut rester, les espèces biologiques peuvent rester sur des périodes très longues de temps en ne bougeant pas ou en accumulant un tout petit peu de modifications mineures, millimétriques et quasi invisibles, jusqu'à ce qu'elles atteignent une masse critique et qu'elles rencontrent un événement imprévu et qui bouleverse tout. Et qui là fait d'un seul coup franchir des bonds à l'évolution. Souvent les sociétés humaines et les systèmes sociaux, politiques et économiques, d'ailleurs humains, fonctionnent un peu de la même façon. Donc le terme de mutation est plus exact. Cette grosse parenthèse étant refermée, mais vous inquiétez pas, je vais en ouvrir d'autres. De quoi parle-t-on? Alors, il faut savoir que révolution militaire depuis les années 90, fin 80, début 90, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine militaire par 2 champs de recherche qui a priori n'ont rien à voir entre eux. Aucun contact, aucun rapport. D'une part, les historiens des questions militaires, qui à la suite des travaux de l'historien britannique Geoffrey Roberts, je vous donne son nom parce que, bon, dans notre domaine des questions militaires, 80% des bouquins et des articles sont écrits en langue anglaise. Hein. Nous, on est le tiers-monde encore hein, là-dessus. Hein. C'est affreux à dire, mais bon, c'est comme ça. Donc, faut lire l'anglais. Et Geoffrey Roberts, son bouquin qui s'appelle La Révolution militaire, il fait partie de l'un des rares grands classiques qui a été traduit en français, en l'occurrence chez Gallimard. Donc si vous avez l'occasion, si vous voulez le lire, précipitez-vous. Jeffrey, pas J-E, mais Geoffroy, si vous préférez. Geoffrey Roberts, qui donc, et à sa suite tout un tas d'historiens qui ont écrit pour ou contre Geoffrey Roberts, donc il y a eu toute une polémique qui s'est déclenchée, très intéressante d'ailleurs. C'est aussi comme ça que l'histoire avance, hein, à coups de polémique, d'engueulade, tant mieux. L'histoire, et puis tout le reste d'ailleurs. Et puis, de l'autre côté, du côté des militaires et de l'establishment de défense américain, enfin défense, j'emploie ce mot là encore par flemme et par inertie parce que je déteste ce mot. Pourquoi la défense? C'est déjà de la novlangue, hein. Parler de défense, ça s'appelle l'armée, ça s'appelle militaire, ça s'appelle la guerre. La défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se défend.
Mais à ce moment-là, la défense, c'est également les pompiers et la protection civile. Hein. La lutte contre les inondations, c'est de la défense. Donc, et puis c'est toujours nous qui nous défendons, on n'attaque jamais. Hein. Ça, c'est bien connu, c'est toujours les salauds d'en face qui attaquent. Hein. Donc le mot défense, moi, le jour où je serai dictateur, l'une des premières choses que je fais, c'est que je débaptise le ministère de la Défense pour le rebaptiser ministère des Forces Armées. Pas de la guerre non plus, non, mais des Forces Armées. Bref. Donc l'établissement de défense américain, c'est-à-dire tous les civils, industriels, politiciens, etc., du complexe militaro-industriel, mais également les militaires eux-mêmes, ont lancé tout un débat, notamment à la suite de la première guerre du Golfe, celle de 90-91, autour de ce qu'ils appelaient la RMA, la Revolution in Military Affairs, la révolution dans les affaires militaires, qui était liée autour de, enfin qui était tout ce qui était autour des munitions dites intelligentes, munitions guidées avec précision, etc., etc. Bon. Et ces deux débats, donc le débat des historiens sur ce qui s'est passé à la Renaissance et à l'époque moderne, je vous rappelle que chez les historiens français, dans l'école historienne française, ce qu'on appelle les temps modernes, c'est la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, c'est-à-dire de la fin du Moyen-Âge à la Révolution française, et que c'est pas aujourd'hui, l'époque moderne. Depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui, dans l'école historiographique française, ça s'appelle l'époque contemporaine. C'est pas la même chose. Donc quand on parle des modernistes, de l'époque moderne, etc., c'est imaginer l'époque qui va, pour aller vite, de Louis XII et François Ier à Louis XVI, Napoléon, hein, à peu près. Bon, à la louche. En France, hein, parce qu'il n'y a pas que chez nous. Bref. Donc il s'est passé, et c'est ça que, il s'est passé un grand bouleversement militaire à cette époque, et c'est ça que Jeffrey Roberts et les autres historiens, avec ou contre lui, ont étudié. Et ces deux débats ne se sont... Il y a eu des tentatives pour les faire se rejoindre, les faire dialoguer ensemble, les faire fusionner, mais ça n'a jamais véritablement réussi pour des raisons complexes que je n'aborderai pas ce soir parce que ça nous amènerait trop loin. Alors, moi je vais d'abord parler, je terminerai en parlant de la question du débat actuel, donc celui qui a été lancé par le complexe militaro-industriel américain. Mais au départ, je vais quand même partir du débat historique stricto sensu. Donc, la thèse de Jeffrey Roberts est de dire, il s'est passé... Alors bon, il n'invente pas non plus ex nihilo, il y avait déjà eu des gens qui avaient commencé à voir ça depuis longtemps, hein, bien sûr. Il s'est passé à la Renaissance en Occident, un bouleversement total de la guerre, et des moyens de la guerre, mais également des objectifs de la guerre, de la nature de la guerre, etc., etc., notamment par le biais de questions techniques. Introduction de l'arme à feu, etc. Alors, ça c'est, je dirais, le petit socle de base. On en arrive sur mes interprétations et sur ce que j'ai moi à avancer sur ce débat. Je pense que dire qu'il y a eu une révolution ou même une mutation militaire à la Renaissance et à l'époque moderne en général, oui c'est vrai, mais le dire comme ça et se contenter de dire ça, c'est faire un cinquième du chemin et donc quelque part gâcher le sujet. Parce qu'en fait, il faut l'envisager de façon beaucoup plus large. Que s'est-il passé? En fait, on sait déjà que cette période, notamment la première partie de la dite période, c'est-à-dire la Renaissance proprement dite, du XVe siècle, XVe, XVIe siècle, alors là encore, vous voyez... Petite parenthèse, vous voyez que les écoles historiques varient d'un pays à l'autre. Pour nous, la Renaissance, elle commence au 15e, au 16e, extrême fin 15e et 16e siècle. Pour les Italiens, elle commence un siècle avant, hein, vous le savez. Ce que les Italiens appellent le Quattrocento, c'est-à-dire pour nous le 15e siècle, ils sont déjà dans la Renaissance à l'époque où nous, on est encore en train de finir la guerre de 100 ans. On est encore à Jeanne d'Arc, hein, nous et le reste de l'Europe d'ailleurs.
Je ferme la parenthèse. En fait, il faut l'envisager d'une autre façon. Il y a eu, à cette époque, en Occident, l'Occident, c'est-à-dire Europe occidentale et centrale, il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin à l'époque, c'est-à-dire une toute petite partie du monde, en fait, de la planète, il y a eu un tournant civilisationnel global. On le savait, mais il faut le rappeler. Un tournant dans tous les domaines. C'est une révolution, c'est une mutation économique, avec l'essor du capitalisme ou d'un proto-capitalisme. C'est une révolution politique, avec le début du processus de construction de l'État moderne. Une révolution religieuse, avec la Réforme. Une révolution géographique, avec les grandes découvertes, et donc l'ouverture d'un seul coup de l'Europe sur le reste de la planète. Une révolution scientifique, avec l'invention de la méthode scientifique, une révolution même dans le domaine des arts, avec l'invention de la perspective. On pourrait continuer longtemps. Une révolution sociale, avec la montée en puissance d'une nouvelle couche sociale qui s'appelle la bourgeoisie, et le déclin de cette couche sociale qu'est la noblesse. Bref, et là-dedans, dans le cadre de ce gigantesque tournant civilisationnel, qu'on pourrait considérer comme l'un des plus grands de toute l'histoire de l'humanité, d'ailleurs, peut-être même le plus important depuis le néolithique, peut-être. C'est un débat en soi. Au sein de ce grand tournant civilisationnel, il y a un volet militaire, bien évidemment. Il n'y a pas que les arts, la politique, l'économie et la sociologie qui changent. Les armées et la guerre changent également. Il y a un volet militaire. Donc, ce qu'on appelle la révolution, plutôt la mutation militaire des temps modernes, c'est en fait le volet militaire d'une mutation globale. Et déjà, en l'envisageant sous cet angle-là, déjà on l'insère beaucoup plus dans le débat global qui permet de comprendre la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité. Parce que là aussi, parenthèse, en philosophie, la modernité, c'est pas comme en histoire. Ça ne se limite pas au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, cette fois-ci. Ça va jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, bon, c'est quoi alors finalement cette révolution, cette mutation? C'est beaucoup de choses. C'est tellement de choses que, bien sûr, je ne pourrais pas tout aborder, mais je vais essayer de vous faire un choix, enfin un squelette. Squelette que je vais d'ores et déjà séparer en deux. Guerre terrestre, guerre navale. D'un point de vue terrestre, alors on a, bien sûr, on a plusieurs choses que je vais lister, et il y en a, je vais lister assez rapidement, il y en a une sur laquelle je vais insister plus particulièrement, parce qu'elle me semble fondamentale d'un point de vue politique et anthropologique. Vous avez la naissance d'armées permanentes en Europe occidentale. Naissance progressive, ça ne se fait pas d'un seul coup, l'apparition d'un nouveau type de fortification. La fortification en hauteur des châteaux du Moyen-Âge, les châteaux féodaux que vous avez tous dans la tête, disparaît au profit d'un type de forteresse qu'on appelle forteresse d'artillerie, que les Français, de façon totalement abusive, appellent la forteresse à la Vauban. Alors, j'ai rien contre, en ce sens que je suis pour ma part un admirateur inconditionnel de Vauban, qui est pour moi l'un des plus grands penseurs stratégiques de tous les temps, et qui serait bien de réhabiliter parce que c'est un vrai penseur français, stratégique et global. Et un vrai penseur de l'État et de la France. C'est vraiment un monsieur, Vauban. Un immense bonhomme. Cela dit, si on veut être rigoureux historiquement, Vauban, il arrive au XVIIe siècle, il améliore les fortifications en question, mais ce type de fortification, à l'origine, sont des architectes italiens qui l'ont créé au tournant des XVe et XVIe siècles. Rendons à César ce qui lui appartient. Non, mais Vauban, j'insiste, là, c'est vraiment un bonhomme absolument immense.
Et si il avait été écouté à l'époque, la France aurait pu s'épargner bien des épreuves et être encore plus loin qu'elle ne l'est, dans les hauteurs qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais bon. Bref. Et puis c'est l'un des rares vrais grands penseurs stratégiques français. Parce qu'on n'en a pas beaucoup en France, des grands penseurs stratégiques. Quoi qu'on en pense. Et quoi qu'on en dise. Moi, pour ma part, j'en vois 3 et demi, en l'espace de 5 siècles. Allez, 5, en étant des penseurs, des théoriciens, je ne parle pas des praticiens. Je mettrais Vauban, je mettrais Guibert, je mettrais l'amiral Castex, je mettrais le général Poirier, et probablement aussi, bien que je connaisse mal ses écrits, le général Gallois. Mais tous les autres, pour moi, c'est une catastrophe. Tous. Foch, c'est du sous-Clausewitz. Les soi-disant penseurs de la lutte contre-insurrectionnelle issus de la guerre d'Algérie, c'est une catastrophe. Enfin bon, etc. etc. Donc, contrairement à ce que... je vénère pas ceux qui sont vénérés dans les armées. Donc là-dessus, je ne suis pas très politiquement correct. Mais Vauban, oui. Bref, donc la fortification, même la cavalerie change, puisque la chevalerie, la cavalerie lourde de la chevalerie, qui est un concept socio-tactique. J'insiste bien, c'est aussi la nouvelle histoire militaire. Ça consiste à considérer l'histoire des armes et des armements, y compris des artefacts, des objets, y compris dans leur dimension sociale et politique. Voire anthropologique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une arme uniquement en termes d'efficacité purement technique et cinématique, en quelque sorte. Penser comme ça, c'est penser de façon extrêmement naïve. D'autant que la notion d'efficacité, elle n'est pas absolue. Une chose peut être efficace à une époque ou dans une certaine culture, mais pas dans d'autres. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Quel est le meilleur char entre un char allemand hyper perfectionné, qui est une véritable montre suisse, entre les chars allemands de la fin de la guerre, qui sont de véritables monstres suisses extrêmement perfectionnés, et puis un T-34 ou un char soviétique en face? A priori, on va dire, avec notre bon réflexe occidental, on va dire, le plus perfectionné, c'est le Koenigsegger. Oui, non. Non, il tombe tout le temps en panne, il est extrêmement fragile, il coûte très cher à produire, il est très long à produire et il ne peut être mis en œuvre que par des personnels hautement qualifiés. Le T-34, il peut être mis en œuvre par des moujiks illettrés, il est très facile à produire, en masse, et il est tout aussi efficace. Largement, etc., etc. Donc vous voyez, la notion d'efficacité, elle aussi, il ne faut pas la penser uniquement en termes d'ingénierie et en bête technicien. Le politique, le social, l'anthropologique interviennent également pour penser une arme. Je pourrais vous faire une histoire sociale de la hallebarde, si vous voulez, ou une analyse sociale de la hallebarde. J'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, la chevalerie, qui est un concept socio-tactique. Pourquoi socio-tactique? Tactique, parce que tactiquement, c'est une cavalerie lourde. Socio, parce que c'est également une couche sociale, avec une idéologie, parce que pour se payer l'armure, le cheval, etc., il faut des revenus. On a calculé que grosso modo, pour équiper un chevalier complètement, c'est-à-dire son cheval, l'armure, la cotte de maille, les armes, etc., d'un chevalier du XIIIe siècle, c'est-à-dire pas l'époque où les armures sont encore complètes, il fallait l'équivalent du travail et des revenus de environ une dizaine de villages. Vous voyez? Pour se payer ça. Donc, vous voyez, les choses sont pas si simples qu'on a souvent tendance à le croire. Donc ce sont des gens qui accaparent là je fais du marxisme basique, désolé, mais... c'est tout à fait permis d'enseigner. Qui accaparent le produit du travail d'autres pour avoir les moyens de...
Donc, dans la mutation militaire des temps modernes, la chevalerie va peu à peu disparaître, même si elle connaît un dernier sursaut flamboyant au XVIe siècle, hein, avec effectivement Bayard, le connétable de Bourbon, des gens comme ça. Bon, il y a encore Blaise de Montluc, tout un tas de grands capitaines et de grands chevaliers de cette époque. Mais globalement, elle va se transformer en une simple cavalerie lourde, sans plus de connotation et de fonction politico-sociale. On va voir apparaître en Europe occidentale une nouvelle cavalerie à ses côtés, qui est totalement différente, et dont la culture, y compris la culture tactique, n'a rien à voir, qui est la cavalerie légère, qui est une cavalerie qui vient de chez les Orientaux, hein, qui vient du monde de la steppe. C'est ce qui va donner chez nous les hussards, les lanciers, ou quand je dis qu'ils viennent de chez les Orientaux, ça peut être aussi bien de l'Europe orientale que pour les Espagnols via l'Andalousie et les cultures arabo-berbères d'Afrique du Nord, avec des chevaux qui sont plus petits, plus nerveux, différents, une cavalerie qui ne pratique pas la charge frontale que pratiquait la chevalerie lourde, une cavalerie qui est faite pour le harcèlement, la reconnaissance, les raids, ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérations de commando, etc., etc., et qui est une cavalerie qui va être recrutée à l'origine parce que c'est un ethos et une façon de penser, parce que son équitation est différente, ses armements sont différents. Par exemple, cette cavalerie-là, elle n'hésite pas à utiliser des armes de jet, là où la chevalerie occidentale utilisait un arc ou tout ça. Quelle horreur! Certainement pas. Eux, ils en ont à peu près rien à fiche. L'honneur chevaleresque, ils s'en contrefoutent. C'est des voyous du champ de bataille. Et effectivement, on va les utiliser. C'est des cosaques, c'est des hussards, etc. Et c'est vraiment, y compris socialement parlant, sont des gens qui viennent de chez les peuples des steppes ou des Balkans à l'époque et qui sont terrifiants. Hein, les pandours croates, les pandours croates utilisés par l'impératrice Marie-Thérèse vont être lâchés en Saxe et en Prusse. Bon, imaginez une bande de 10 000 skinheads lâchés, lâchés sur des châteaux saxons avec de la porcelaine. Imaginez. Bon, mais c'est ça en l'occurrence. C'est pas un hasard si encore dans la langue française aujourd'hui on parle d'un à la hussarde, faire quelque chose à la hussarde. Alors peu à peu ils vont devenir occidentaux, on va les recruter chez les occidentaux. Au XVIIIe on les recrute chez les occidentaux, mais au XVIe siècle on les recrute vraiment dans les régions aux marges de l'Europe, chez les sauvages, parce qu'à l'époque les marges de l'Europe c'est considéré en Europe occidentale comme étant de la sauvagerie. Et voilà quoi, hein, c'est bon. Et ces gens sont intéressants parce qu'ils apportent avec eux tout un héritage de l'art de la guerre qui provient des steppes, du monde des steppes, et c'est-à-dire de cette immense Asie centrale qui est un des grands pivots du monde, puisque pendant environ 2500 ans, dans cette espèce de zone immense qui s'étend allez, de la Pologne à la Corée, hein, vous voyez, à peu près, vivent des peuples nomades, pasteurs, qui ont développé un art de la guerre qui est en rapport avec leur économie. Là aussi, ça fait partie de l'histoire sociale des armements. Hein. Souvent, les armes proviennent en fait d'un métier. La hache, c'est des banalités ce que je dis, mais la hache, elle vient du monde des bûcherons. La fronde de Thierry Lafronde, elle vient du monde des bergers. Parce que c'est une arme de berger, c'est une arme de pauvre, très simple, destinée pour protéger les troupeaux des loups. En plus, en montagne, les munitions sont abondantes, on se baisse, il y a des caillasses, on protège les troupeaux. C'est une arme de berger. Il y a tout un tas d'armes comme ça qu'on peut rattacher à des professions. Les lanciers, dans le monde latino-américain et anglo-saxon, par exemple, ce sont des gardiens de troupeaux. Les lanciers, vous voyez, le sergent Garcia dans Zorro et tout ça, hein, bon. À l'origine, c'est une tradition de gardiens de troupeaux, de bouviers. Et les nomades des
archers, les cavaliers archers des steppes viennent du monde des nomades pasteurs, des pasteurs nomades, pardon, de cette gigantesque steppe d'Asie centrale, d'abord peuplée de peuples cavaliers indo-européens, puis turco-mongols. Et alors, chose importante aussi, qui pratique un art de la guerre et une stratégie, ce qui n'est pas la même chose, qui est fait pour des mondes frontaliers, mais en sachant que dans ces univers-là, la frontière, contrairement... Nous, en Europe occidentale, on aime que les choses soient claires et nettes. Eux, non. D'une part, et d'autre part, nous, on aime que les frontières soient une ligne. Chez eux, les frontières, c'est pas une ligne, c'est une zone. Et la zone frontière, c'est une zone où tout se passe, il n'y a pas vraiment de loi, où un jour on se vole les troupeaux, on se bat, le lendemain on se rencontre, on boit le thé, on discute. Effectivement, pour nous, c'est incompréhensible. Et par exemple, la racine slave du mot frontière, c'est la même racine qu'en germanique, d'ailleurs, puisque les Slaves et les Germains sont linguistiquement cousins. C'est Grenze en allemand, Granica en russe, Ukraina en serbo-croate, et Ukraina, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire la frontière, et tout ce qui se passe en Ukraine, c'est parce que c'est une zone qui est à la... Quand les Ukrainiens de l'Ouest disent « mais nous, on est occidentaux », ils ont raison. Quand d'autres disent « mais non, en fait, vous êtes russes », ils ont raison aussi, c'est intranchable. Et la Krajina, pour laquelle on s'est embattu dans les années 90, en fait, c'est une zone croate, peuplée par des Serbes, etc., etc. Enfin bon, ce sont des zones frontières. Il y a d'autres exemples dans le monde comme ça, notamment la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, qui au Moyen-Âge, pendant des siècles, a été une zone comme ça de guerre, de guérilla perpétuelle, avec vol de troupeaux, justement, avec des combats de cavalerie légère. Bon. Donc cette cavalerie légère arrive en Occident et donc introduit une nouvelle culture de la guerre qui n'est pas occidentale, qui est orientale et qui va déjà ouvrir l'art de la guerre et la stratégie occidentale à d'autres pratiques et à d'autres visions. Et ça, c'est important d'un point de vue stratégique. Mais prenez par exemple la fortification ou les armées permanentes. J'aborderai les armes à feu tout à l'heure. La fortification et les armées permanentes, mais ça a des conséquences gigantesques en termes politiques, sociaux et économiques. Parce que avoir une armée permanente, ça veut dire qu'il faut la payer en permanence. Et je peux vous dire que les premiers États de l'époque moderne, ils n'ont pas encore un système fiscal bien performant. Demandez aux différents rois d'Espagne qui ont des emmerdements systématiques tout au long des 16e, 17e siècles, parce qu'ils ne peuvent plus payer leurs troupes, et ils sont partis sur des grandes conquêtes, ils gagnent, et puis d'un seul coup ça s'arrête, parce que les troupes se mettent en grève. Tout simplement, ils ne sont plus payés. Donc pour assurer la continuité du paiement des troupes, je caricature, je vais vite, c'est en fait des processus bureaucratiques beaucoup plus complexes, mais pour assurer le paiement des troupes, il faut assurer des rentrées fiscales régulières. Pour assurer des rentrées fiscales, il faut instaurer un système fiscal, de prélèvement fiscal qui soit régulier, qui soit efficace. Et ça, c'est la naissance de l'État moderne, c'est la base de l'État moderne. Si on paye des impôts, cette chose qui est si prégnante jusqu'à notre vie quotidienne à nous, on y pense à peu près tous les jours à ça, nous, on le sait, on le paye, c'est dans tous les sens du mot. Ça vient essentiellement pour des raisons militaires et stratégiques. Les fortifications, pareil, ces nouvelles fortifications coûtent un pognon monstrueux. Et vous avez l'exemple, il y a une des grandes cités italiennes qui à la Renaissance va disparaître. Non pas en tant que cité, mais en tant que cité indépendante. Vous savez que l'Italie, toute la moitié nord de l'Italie, au Moyen-Âge, la noblesse a en grande partie disparu et a laissé la place à des cités libres, des communes italiennes bourgeoises aussi bien au sens moderne et économique du terme qu'au sens médiéval, c'est-à-dire habitants des bourgs. Il y a en Italie effectivement des villes au Moyen-Âge, des villes libres
marchande, proto-capitaliste, très puissante, et qui souvent se battent entre eux. Alors tout le monde connaît Venise, Gênes, Pise, Florence, Sienne, etc., qui sont toutes rivales, et je peux vous dire qu'il y en a une d'entre elles, Sienne, en Toscane, qui a été la grande rivale de Florence pendant des siècles, et qui au XVIe siècle a voulu elle aussi se doter de fortifications modernes, de fortifications dites de traces italiennes, pour employer l'expression de l'époque, et ça a complètement, ils ont très très mal géré leur affaire, et ça a mis l'État, l'État de la ville-État en faillite. Et Sienne est littéralement tombée, elle est obligée de se vendre dans tous les sens du mot à sa grande rivale qui est Florence. Tout ça passe pour des questions de pouvoir se payer de la fortification. Donc tout ça, vous comprenez que la fortification en plus, la noblesse, la vieille noblesse chevaleresque traditionnelle ne peut plus se la payer, cette fortification-là. Elle non plus. Or, là, cette vieille noblesse qui remontait au 8e, 9e siècle, la vieille noblesse médiévale. Elle avait l'une des... Parce que moi je pense que le pouvoir, c'est pas uniquement du symbole, c'est pas uniquement de la représentation, c'est aussi des choses très concrètes et très matérielles, le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand un noble au 10e siècle, au 11e siècle, quand il n'est pas d'accord avec le roi, il peut lui faire un grand bras d'honneur au roi. Je me réfugie dans mon château et maintenant viens me chercher, mon bonhomme. Et le roi, bien souvent, il ne pouvait pas. Là, avec les nouvelles fortifications, avec l'artillerie, la noblesse ne peut plus faire ça. Et ça aussi, ça contribue à la casser. Physiquement, matériellement. C'est pas un hasard si Richelieu va vouloir faire abattre toutes les murailles de France. C'est pas simplement les murailles des villes, mais c'est les murailles des châteaux. Et puis de toute façon, celles qu'on ne peut pas abattre par des moyens, je dirais, pacifiques et légaux, et ben c'est les canons qui vont les mettre à bas. Donc les nobles peuvent même plus se réfugier derrière ces murailles qui avaient assis leur pouvoir. Parce que la fortification, là aussi, il faut l'envisager non seulement d'un point de vue social, politique, économique, comme je viens de le faire, mais même d'un point de vue anthropologique. La fortification ancre un pouvoir dans le sol, dans un lieu. Ça, c'est important. Il y a un historien français qui a dit un jour la fortification, en parlant de la grande fortification de la grande entreprise de Vauban, de créer une ceinture de fer autour de la France, et ça c'est une expression qui va vous parler, je pense. Il a dit la fortification c'est le 3e corps du roi. Ça ancre dans le sol et dans le matériel, dans le concret, palpable, un pouvoir politique. Bon. Je pourrais continuer longtemps. Autre chose qui me semble extrêmement importante dans cette mutation militaire des temps modernes, c'est la question des armes à feu. La question des armes à feu que je subdivise en deux. Armes à feu collectives, l'artillerie, armes à feu individuelles, les arquebuses, ensuite les mousquets, ensuite les fusils. Bon. Je vais pas vous faire un historique complet de chaque modèle d'arquebuse et de chaque modèle de mousquet, on s'en fiche un peu ici. Vous avez bien raison. Je viens déjà d'aborder le canon à travers le problème de la fortification. Le canon, c'est comme la fortification, ça coûte horriblement cher un canon. Et même les pouvoirs féodaux, même les grands féodaux ne peuvent plus se payer de canon. Parce que là, c'est bien joli de dire les grands féodaux, ils sont riches. Ils peuvent se payer des chevaliers. Hein, pour se payer 10 chevaliers, il faut 100 villages, quoi, etc., etc. Bon. Mais on reste, je dirais, à l'intérieur d'une même catégorie. Là, avec l'artillerie, on passe dans une catégorie encore supérieure où même les grands féodaux ne peuvent plus suivre. Et seuls les États peuvent suivre. Et c'est pas un hasard s'il y a un grand féodal au XVe siècle, à l'extrême fin de la féodalité, qui peut encore se payer un parc d'artillerie, c'est Charles le Téméraire en Bourgogne. Parce que Charles le Téméraire, le duché de Bourgogne à l'époque, est déjà quasiment un proto-État. C'est pas un hasard. Mais même les grands féodaux, je veux dire, prenez quelqu'un comme un grand féodal très connu du XVe siècle, Gilles de Rais,
qui règne sur plusieurs fiefs, qui est richissime, il ne peut pas se payer de canon. Ça ne fait pas partie de sa catégorie, de son niveau. Bref. Donc l'artillerie... Et puis l'artillerie, donc déjà, elle affaiblit économiquement la noblesse, elle renforce le pouvoir d'État, et puis elle met à bas les murailles des châteaux. Donc, autant on peut dire que d'un point de vue anthropologique, l'essence de l'infanterie, et je vais y venir parce que c'est selon moi le plus important, l'essence de l'infanterie dans la culture occidentale de la guerre, ça marche pas dans toutes les cultures, hein, ce que je vais dire là, mais dans la culture occidentale de la guerre, l'essence de l'infanterie est populaire, l'essence de la cavalerie est aristocratique. Alors vous allez me dire, oui, mais la cavalerie légère dont vous parliez tout à l'heure, oui, mais la cavalerie légère dont je parlais tout à l'heure, elle n'est justement pas d'essence occidentale à l'origine. Elle est orientale. Et l'essence de l'artillerie, c'est d'être étatique. Le peuple, l'aristocratie, l'État. L'arme à feu individuelle. L'arme à feu individuelle, elle est intéressante parce qu'elle s'insère, et c'est pour ça que pour moi, cette mutation militaire de la Renaissance s'insère dans un tournant civilisationnel gigantesque et qui débarde largement le cadre du militaire, c'est que pour moi il faut remonter avant d'aborder cette question de l'arme à feu individuelle, des arquebuses et tout ça, il faut remonter 2 ou 3 siècles avant. Il faut savoir qu'à partir du milieu du Moyen-Âge, à partir du XIIIe, XIVe siècle, dans toute, ou presque dans toute l'Europe occidentale et centrale, se développent des phénomènes que des marxistes appelleraient des phénomènes de lutte des classes. Bon, je ne vais pas employer ce terme parce je trouve que ce concept marxiste est trop restrictif. Je préfère parler de lutte sociale et politique. C'est plus vague, c'est plus large, c'est plus englobant. Il y a des luttes sociales et politiques terribles qui se développent en Europe, donc pratiquement toute l'Europe occidentale et centrale. À la limite, j'ai même pas besoin de préciser l'Europe centrale et occidentale, puisqu'à l'époque, l'Europe, c'est ça. Hein. L'Europe orientale, c'est pas l'Europe, c'est déjà l'Asie. Hein. À l'époque. C'est encore l'Asie, je veux dire, à l'époque. Il y a des luttes sociales et politiques, vous avez, entre autres, liées au déclin déjà de la noblesse, à la montée déjà en puissance d'une bourgeoisie aussi bien au sens marxiste qu'au sens médiéval, hein, c'est-à-dire, je le répète, habitant dans des bourgs. Ça veut dire ça à l'origine. Vous avez une paysannerie qui de moins en moins supporte l'oppression féodale, etc., etc. Et vous avez des luttes sociales et politiques terribles qui se développent. Et ces luttes, au bout d'un moment, elles ne sont pas uniquement politiques. Parce qu'au bout d'un moment, la politique, quand on ne peut plus la régler avec des paroles et des négociations, ben on la règle autrement, la politique, hein. Et quand on en vient aux mains, la noblesse, elle a déjà son logiciel mental et son outil militaire, la chevalerie. Et la chevalerie en matière de choc frontal, elle est monstrueuse, c'est un tank. On ne peut rien ou presque faire contre des charges de chevalerie. Ici, il faut creuser des fossés, mettre des piquets, tout ça. Ça veut dire qu'il faut préparer le terrain, ce qui n'est pas évident, il faut du temps. Bon. Bref. Toutes ces couches populaires, au sens large, hein, que ce soit des milices bourgeoises, urbaines, de bourgeois et d'artisans, ou des milices paysannes qui vont se former pour lutter contre les chevaleries nobiliaires, vont être obligées de réfléchir à des moyens de combattre ces chevaleries. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont toutes trouver des solutions qui consistent, parce que la chevalerie, je vous le répète, ses 2 points forts, c'est la puissance de choc frontal et la capacité et l'excellence en matière de corps à corps. Bon. Et bien justement, ces milices populaires vont mettre au point des armes et des systèmes de combat destinés à contrebalancer ces puissances de la chevalerie. Et ce sont des méthodes de combat forcément collectives, puisque l'union fait la force, mais là c'est démontré concrètement, mais également qui utilisent tous des objets et des armes de mise à distance. Que ce soit les piques des piquiers suisses du Moyen-Âge, des longues piques de 5-6 mètres de long, hein. C'est pas facile à manier, surtout en groupe, hein. Essayez d'imaginer de manier une pique de 5 mètres de long quand le bois
tremblent, etc. Vous êtes les uns à côté des autres, serrés, dans une mêlée de rugby, hein, parce que c'est ça. C'est pas évident, du tout. Les Anglais, ça va être la mise au point de l'arc long. Hein. Toute la légende de Robin des Bois, elle vient de là. C'est une légende profondément politico-militaire, la légende de Robin des Bois, peu importe si l'homme a existé et tout ça, on s'en fiche, c'est pas important. Vraisemblablement, c'est une légende qui a été créée au XVIe siècle d'ailleurs, et comme souvent d'ailleurs, on crée des légendes à une époque, mais en prenant des bouts de vieilles légendes qui existent déjà dans les campagnes depuis des siècles et des siècles. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'archerie anglaise, là aussi, analysons-la politiquement et socialement, cette archerie anglaise qui a fait tant de mal à la chevalerie française pendant la guerre de 100 ans, hein, je vous le rappelle, c'est parce qu'en Angleterre, le servage s'est terminé, il y en a eu beaucoup moins qu'en France, et qu'il y a eu très très rapidement une énorme paysannerie libre en Angleterre. Les fameux yeoman, une paysannerie libre qui a le droit de porter les armes, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il y a une longue tradition, alors ça, c'est une pierre dans le jardin souverainiste, pardonne-moi, mais il y a une longue tradition de tous les États en France de déresponsabilisation du peuple. Là où effectivement, chez les anglo-saxons, et ça me fait mal de le dire, hein, on en a déjà discuté, ça me fait mal de lire et de le reconnaître, mais c'est vrai que les anglo-saxons, il y a cette tradition de responsabilisation. Et effectivement, en Angleterre, dès le Moyen-Âge, vous avez non seulement au XVe siècle, dans la campagne anglaise, vous avez une population qui est majoritairement alphabétisée, et ça, c'est une première dans toute l'histoire de l'humanité. Ça ne s'est jamais vu. Elle est alphabétisée. La paysannerie anglaise est alphabétisée. Dès la fin du Moyen-Âge. Vous comprenez ensuite pourquoi les Anglais, le peuple anglais va voir Shakespeare et va apprécier ses pièces. Hein. C'est pas un truc pour un télo ou pour noble, Shakespeare. Hein. Vous allez au théâtre du Globe au XVIe siècle, Shakespeare est sur scène avec ses copains, et ça trouve qu'il joue les pièces, et dans le public, il y a des gens du peuple, des artisans, des ménagères avec leurs paniers, avec les poireaux et les poules, et qui gueulent, et qui ne sont pas d'accord, et qui interpellent les acteurs, et qui... C'est ça, mais ça veut dire qu'ils participent au débat politique aussi. C'est pas uniquement quelque chose de folklorique, hein, c'est quelque chose d'intéressant. Et les Anglais aussi ont réussi à développer des milices d'archers extrêmement efficaces et qui servent non seulement à foutre des pâtés à la chevalerie française, mais qui servent également à l'intérieur de l'Angleterre dans le jeu politique, puisque le roi d'Angleterre peut s'appuyer sur ce peuple en armes contre les barons et contre la noblesse. Donc c'est un jeu à trois, un jeu politique à trois en Angleterre dès le Moyen-Âge. Là où en France c'est un jeu politique à deux, le roi contre les barons, et puis le peuple qui est spectateur, qui est totalement déresponsabilisé politiquement. Vous avez donc, je parlais des piquiers suisses, des archers anglais, les milices des communes italiennes que j'évoquais tout à l'heure vont utiliser largement une autre arme de jet, qui n'est pas l'arc mais qui est l'arbalète, qui correspond mieux à un usage sur des fortifications ou sur des bateaux. Hein, je vous rappelle qu'à Crécy, l'armée des rois de France possède mercenarisé des arbalétriers génois, c'est pas un hasard. Tout un tas de méthodes que cette infanterie va mettre en place. Alors, je vous dis, en y répondant de façon différente, armes de jet, armes dites d'ast, D''H-A-S-T, hein, c'est-à-dire armes à hampe longue. Là aussi, je parlais tout à l'heure d'une analyse sociale de la hallebarde, mais qu'est-ce que c'est qu'une hallebarde? Regardez, une hallebarde, c'est une arme avec une hampe longue, moins longue qu'une pique, hein, c'est pas 5 mètres de long, c'est 2 mètres de long, on va dire. Avec au bout, vous avez, c'est un couteau suisse, hein, c'est pas un hasard si ça a été inventé en Suisse, hein. Vous avez au bout, vous avez une hache, une pointe et un crochet. Ben, analysons ça. Vous avez d'une part une hache et une pointe, c'est-à-dire que c'est une arme qui est polyvalente, qui peut servir à donner des coups de taille ou d'estoc. Vous avez également une hampe longue et un crochet. Le crochet, ça sert à désarçonner un cavalier. Et la hampe longue, c'est destiné à un homme à pied, c'est-à-dire un homme du peuple, pour se battre contre un homme qui est en hauteur. Donc vous pouvez faire une analyse sociologique de cette arme. C'est une arme populaire contre l'aristocratie.
Il y a des anthropologues qui vont même qui vont plus loin, qui trouvent des exemples un petit peu comparables dans d'autres pays du monde. Je discutais l'autre jour avec un spécialiste de l'Asie qui m'expliquait, mais pourquoi dans les arts martiaux coréens, penses-tu que les Coréens ont développé cet art martial très particulier qui s'appelle le taekwondo? Taekwondo, c'est très bizarre parce que ça va à l'encontre de de la philosophie de tous les arts martiaux. Tous les arts martiaux, notamment japonais, apprennent à être au contraire, à avoir un centre de gravité très bas sur le sol pour être bien ancré et être. Alors que dans le taekwondo, vous avez tout le temps vous faites tout le temps des bonds en l'air, etc., etc. Ben parce que vraisemblablement, il semblerait, c'est l'hypothèse avancée aujourd'hui par les historiens de cette question-là, c'est que le taekwondo en fait était inventé par des paysans pour pouvoir lutter contre la cavalerie en combat rapproché, pas en charge bien évidemment, mais en combat rapproché, en corps à corps. Bon, et les armes à feu individuelles, je reviens en Occident, les armes à feu individuelles vont être introduites et vont s'insérer en quelque sorte dans ce mouvement déjà populaire commencé auparavant, d'utilisation d'armes à distance utilisées collectivement. Sauf que les milices populaires de l'époque, même quand elles sont bourgeoises, elles n'ont pas les moyens de se payer ces armes à feu collectives, individuelles, pardon. Là encore, on est obligé, c'est l'État qui reprend en quelque sorte, qui confisque le processus à son profit pour créer des infanteries équipées d'armes à feu. Mais ces infanteries équipées d'armes à feu, là où c'est intéressant, c'est qu'elles vont changer anthropologiquement beaucoup de choses. Elles vont changer, bon déjà, elles contribuent elles aussi à ce grand mouvement, vous l'aurez compris, de mise en place des autorités et du système de l'État moderne. Elle participe concrètement sur le champ de bataille du processus de mise à bas, y compris au sens propre, de la chevalerie, mais elles vont modifier également jusqu'au courage, et à la forme du courage, à la nature du courage, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le courage, ça n'existe pas. Il ne faut pas croire qu'il y a un courage. Il y en a 50 000 formes de courage. Et on peut être très courageux dans un domaine et pas du tout dans un autre. Hein. Donc, il y a le courage physique, oui, c'est une chose. Hein, mais on peut être, par exemple, quelqu'un de très courageux physiquement et très lâche intellectuellement, par exemple. Ou moralement, ou politiquement. Ou socialement, que sais-je, voyez. Et puis on peut imaginer aussi quelqu'un de très courageux intellectuellement, mais qui physiquement se ratatine complètement face au moindre danger, etc., etc. En plus, on peut imaginer des gens qui sont courageux à un moment, puis qui dans d'autres circonstances vont pas l'être. Ou le contraire d'ailleurs. Bon, donc je dis ça parce que souvent je sais que j'ai affaire à par exemple des élèves officiers, des jeunes qui le courage. Calmez-vous les gars, hein, c'est pas si simple. Il y en a 50 000 formes de courage. Bon. Et puis moi je pense que pour en revenir des considérations liées au combat stricto sensu, il y a le courage de recevoir des coups. Et donc des blessures, de la souffrance et potentiellement la mort, mais il y a également le courage qui consiste à en donner. Or, l'arme à feu change tout cela. Tout. Parce que le courage consistant à en donner des coups, vous savez, dans les films hollywoodiens dont tu parlais tout à l'heure, on a l'impression que rentrer une épée dans un corps comme ça, hop, ça rentre comme dans du beurre. Non, pas du tout. Pas du tout. Votre lame va pénétrer, d'ailleurs ça ne pénètre pas facilement, ensuite elle va riper sur des os, ça va dévier, ça va provoquer des vibrations que vous allez ressentir dans tout votre bras, etc. C'est quelque chose, faut quand même avoir le cœur accroché, c'est pas évident de planter quelqu'un, comme on dit. Hein. C'est pas évident du tout, donc ça demande un certain courage. Or là, avec l'arme à feu, avec cette mise à distance absolue, ce courage-là, on ne vous le demande plus. Ou en tout cas beaucoup moins, 1000 fois moins. Donc c'est déjà beaucoup plus accessible à beaucoup de gens. Là où avant il fallait un logiciel mental bien particulier qui était celui de la chevalerie médiévale. Hein, ils avaient un logiciel mental d'amour, de la violence et du combat qui est extraordinaire, fascinant et terrifiant en même temps. Hein, c'était des fous furieux, des psychopathes. Hein.
un chevalier de l'époque. Quand un chevalier du Moyen-Âge dit, on en a trouvé un témoignage, dit moi j'aurais un pied au paradis, je serais prêt à rentrer au paradis pour l'éternité, mais j'aurais encore une possibilité de participer à un bon combat, une bonne bagarre dans le monde terrestre, je choisirais le combat. Non mais ça fait rire, mais il faut imaginer ce que représente une telle déclaration pour un homme dont la foi chrétienne à l'époque est gigantesque. Aller au paradis, à obtenir le salut pour l'éternité, c'est pas rien. À l'époque, ça veut dire quelque chose. Bon, ça veut dire que si un type est prêt à sacrifier même ça, même la plus grande des récompenses, au profit d'une belle bagarre, on reste pantois. Ils avaient vraiment un logiciel mental, particulier, hein, on va dire, dans la tête. Donc ce logiciel mental, tout le monde ne l'a pas, en particulier dans les couches populaires. Ce logiciel mental, c'est pas forcément une question de degré de violence, hein, parce que le degré de violence et de cruauté, je pense qu'il est à peu près également reparti entre tous les êtres humains, quelles que soient les cultures, les classes sociales et tout ça, hein, c'est pas la question. Mais, et puis, dans la question de la réception du projectile, de la mort, de la blessure, là aussi l'arme à feu va introduire une rupture gigantesque, selon moi. C'est que le projectile, que ce soit un boulet d'artillerie ou une balle d'arquebuse, arrive à des vitesses qui ne sont pas gérables par le système nerveux et cognitif de l'être humain. Ce sont des armes inhumaines, mais inhumaines, comprenez bien que j'emploie cet adjectif non pas dans un sens moral, parce que la morale n'a rien à faire ici, mais dans un sens, au sens propre, c'est inhumain, c'est pas des degrés de vitesse humains. Donc, face à des vitesses inhumaines, ça veut dire qu'on ne peut plus les parer. Ça veut dire que la notion de courage doit changer. Et que la notion classique de courage qui existe depuis la préhistoire, qui est un courage archaïque, qui est un courage qu'on pourrait qualifier d'héroïque, qui est un courage qui consiste, caricaturalement, c'est celui qu'on voit dans l'Iliade. C'est ce courage qui consiste en quelque sorte à bomber le torse, à ouvrir sa chemise et à offrir vas-y, j'ai pas peur, attaque, ce courage matamoresque, hein. Ce courage matamoresque-là, face aux armes à feu, il est totalement caduque. Il est caduque, ça ne veut pas dire qu'il est bien mal, faux, pas faux. C'est caduque, ça ne marche pas. Voilà. Et donc on est obligé de réfléchir et de mettre en place peu à peu un autre type de courage, qui va être un courage, et c'est pas un hasard si à ce moment-là les philosophes en Occident redécouvrent cette école-là dans la philosophie antique, qui est un courage de type stoïcien. Et ce courage de type stoïcien, qui n'est pas un courage de type héroïque, effectivement, le courage de type héroïque, c'est encore celui auquel on pense aujourd'hui, naturellement, nous. Hein. On a encore le réflexe dans nos représentations, je dirais, immédiates, premières, naturelles, à penser à Bayard, à Achille, au courage d'un combat de rue, viens, vas-y, etc., avec coup de menton, bombage de torse, etc. Non. Non, ce courage-là, c'est un courage qui était bon il y a 2000 ans. Le courage stoïcien, d'un point de vue strictement spectaculaire, c'est exactement l'inverse. C'est un courage qui a toute l'apparence du non-courage. Il n'est pas beau visuellement, il n'est pas théâtral. Et à la limite, ceux qui le représentent et qui l'incarnent le mieux, ce courage stoïcien, c'est soit les lignes de soldats qu'on voit à l'époque, au XVIIIe siècle ou à l'époque napoléonienne, ces lignes de soldats géométriques qui avancent au pas sur la mitraille avec les types qui tombent au fur et à mesure. On a trouvé des statistiques, on a fait des études, on a trouvé pendant la guerre civile anglaise, hein, je trouve, mais bon, c'est valable pour toutes les autres guerres de l'époque. Guerre civile anglaise, je vous le rappelle, c'est l'époque Trois Mousquetaires chez nous, hein, pour XVIIe siècle. On a trouvé qu'une partie des types, dans les lignes, étaient blessés, alors restaient assis, par les éclats d'os des types à côté. C'est ça, hein, la guerre. Moi,
C'est ce que je dis toujours, c'est ce que je dis aux étudiants, hein, oui, bon appétit. La guerre, ça implique également d'étudier ce que j'appelle moi la pornographie de la guerre. Le combat, c'est un phénomène éminemment pornographique. Bon. Il faut le savoir quand on l'étudie. Bref, ça demande un courage qui n'est effectivement pas un courage spectaculaire, un courage matamoresque, mais un courage de type stoïcien. Mais vous pouvez penser également aux soldats de la guerre de 14, hein, qui avancent face à des mitrailleuses en sachant très bien qu'ils avancent face à un mur de plomb. Imaginez, ils avancent face à des scies circulaires. Voilà, ils avancent dessus. Effectivement, c'est un autre type de courage de type stoïcien, fait de fatalisme, d'acceptation, etc., etc. Et c'est vrai qu'extérieurement, c'est moins théâtral que l'autre. Ou en tout cas différemment théâtral. Et ça change beaucoup de choses dans la guerre. Cette idée de vitesse des projectiles qui n'est plus parable, quel que soit le degré, parce qu'à la limite on pouvait dire, bon, bah, une épée qui vous arrive dessus, je vais m'entraîner, à force d'entraînement, je vais devenir un escrimeur extraordinaire, et je vais pouvoir parer tous les coups. Oui, face à des armes blanches, c'est un objectif qui est du domaine de l'accessible, au moins théoriquement. Là, même théoriquement, ça ne l'est plus. C'est autre chose. Donc ça change la nature du courage. Et à partir du moment où vous changez la nature du courage, vous changez la nature d'une des briques de base de la tactique. La question du courage et de son corollaire. Courage, lâcheté, hein, c'est un corollaire, c'est la même chose. Hein, vous changez la nature de la tactique. Et vous changez la nature de la tactique et du combat, vous changez la nature de la guerre. En tout cas, vous y contribuez très sérieusement. Je pourrais continuer là encore pendant des heures. Je vais me contenter de dire un mot, parce que là aussi il me faudrait presque 2 heures pour le dire, sur la question maritime, navale. La question navale, elle est globale encore une fois, mais peut-être encore plus que d'un point de vue terrestre, parce que la marine, à cette époque-là, c'est pas uniquement militaire, c'est commerçant. Ne serait-ce que parce que les bateaux à l'époque sont les mêmes. On ne fait pas de différence entre un bateau de commerce et un bateau de guerre. C'est peu à peu que au cours des XVIIe et XVIIIe siècles que la spécialisation va se faire et qu'il y aura des bateaux faits pour le commerce, même s'ils restent armés d'ailleurs, c'est pas un hasard, et des bateaux faits pour la guerre ou les tâches militaires. Mais cette question de la marine va introduire autre chose qui pour moi est centrale dans la modernité, parce que je pense que le paradigme alors nautique, maritime, naval, imaginez un seul mot, le paradigme nautique, maritime, naval est le paradigme central de la modernité capitaliste, de notre monde. Quand vous analysez de façon sérieuse, en profondeur, à peu près tous les paradigmes de notre monde, mais jusque dans des domaines inimaginables, vous tombez sur des paradigmes nautiques, maritimes, navals. Le paradigme du réseau, notamment. Tout fonctionne en termes de réseau aujourd'hui. Tout est réticulé. Absolument tout, jusqu'aux sociétés humaines, jusque même maintenant, l'amour et les relations interpersonnelles passent par du réseau, par Facebook, et pas forcément par des rencontres au bistrot, ou comme ça se faisait autrefois. Même le fait que le marché du pinard, de plus en plus au niveau mondial, pense dorénavant en termes de cépage et plus en termes de terroir, sous l'influence des anglo-saxons, et c'est pas un hasard, c'est qu'on pense en termes de réseau et d'espace fluide, et puis en termes d'espace solide et de lieu, comme on pense un terroir, parce qu'un terroir c'est un ancrage dans un sol, à un endroit, un lieu. Or, un cépage, par définition, un cépage, vous le transplantez. Hein. Un Syrah, un Pinot, un que sais-je, vous le transplantez en Bourgogne, au Chili, au Kazakhstan. Il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus de lieu, ça ne veut plus rien dire.
Et ce monde des espaces fluides, par opposition aux espaces solides, qui passent par des réseaux. Alors entendons-nous bien, les réseaux peuvent se déployer aussi bien dans des espaces solides, c'est-à-dire sur Terre, que dans des espaces fluides. On peut avoir des réseaux, mais il y a eu une révolution qui s'est faite à la Renaissance. D'une part, le réseau existait à toute époque de la civilisation. Les Romains, l'Empire romain a fonctionné sur un réseau de routes romaines. Sauf que jusqu'au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'au XVe, XVIe siècle même, le réseau était toujours subordonné aux lieux, lesquels lieux avaient tous une essence sacrée. À partir du XVIe siècle, il y a eu une inversion sous la pression du monde marchand. Les lieux deviennent peu à peu subordonnés au réseau. Ça, c'est une inversion anthropologique majeure dans l'histoire de l'humanité. Majeure. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là, je me contente de répéter les travaux d'un philosophe français contemporain que je vous engage à lire, hein, vraiment. Il s'appelle Philippe Forget, qui a écrit un bouquin, qui a co-écrit un bouquin qui est paru en 1997 chez Economica, qui s'appelle Le réseau et l'infini. Hein, jeu de mots sur le zéro et l'infini, mais bon, le réseau et l'infini. Coécrit avec Gilles Polycarpe. Et alors, je vous préviens, c'est un bouquin difficile. Hein. Prévoyez tube d'aspirine, prévoyez tout ce que vous voulez, et puis prenez le temps, vous allez y mettre le temps. C'est un bouquin vraiment difficile. Mais il explique bien tout ça. Comment cette notion de réseau prend le pouvoir, en quelque sorte, à partir du début des temps modernes en Occident. Donc il y a cette inversion lieu-réseau, réseau-lieu, et puis il y a le fait que même si les réseaux peuvent se déployer dans les espaces solides, c'est-à-dire la Terre, sur les espaces fluides, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les espaces fluides, c'est-à-dire l'eau, l'air et l'espace extra-atmosphérique, et peut-être aussi le cyberespace, l'éther, mais c'est un débat que je n'ai pas encore tranché. Les réseaux sont indispensables pour se déplacer sur des espaces fluides. Sur des espaces solides, c'est plus pratique d'avoir du réseau, parce qu'on va plus vite, parce qu'il y a moins de friction, parce qu'on sait où on va, etc., parce que ça facilite le déplacement, d'avoir du réseau. Et quand je dis réseau, c'est aussi bien au sens matériel que virtuel. C'est non seulement quelque chose de matériel, le réseau, c'est des chemins de fer, hein, des rails, mais ça peut être aussi une idée, un réseau. Hein. Il faut prendre le mot dans une acception anthropologique globale, philosophique. Mais je peux me passer d'un réseau dans les espaces solides. Je peux me déplacer du point X au point Y. Je peux dire, ah ben tiens, je vais à la colline qui est là-bas, ou je vais au coin de la rue là-bas. Dans les espaces fluides, vous êtes obligé, c'est pas que les réseaux c'est un plus, c'est que c'est une obligation. Parce que dans les espaces fluides, il n'y a pas de lieu. Un mètre carré de mer est équivalent à un autre mètre carré de mer, et ce n'est pas des lieux identifiés, avec une essence propre. Et donc, le seul moyen de se déplacer dans les espaces fluides est ce qu'on appelle l'art de la navigation, c'est-à-dire de créer des lieux virtuels par le moyen du compute et de la mathématisation. Hein, les coordonnées, etc., etc. Bon. Et ça va être aussi, ça semble être un détail, mais ça va également changer énormément de choses, puisque c'est ça qui est à l'origine, qui est le paradigme central de la modernité. On le voit notamment aujourd'hui dans la matière économique et financière, enfin économique, anti-économique. Quelle économie, la non-économie financière mondiale, le grand casino mondial. Et ça, ce petit jeu-là, c'est pas un hasard si ce sont les Américains et la City qui sont les meilleurs. Les anglo-saxons, et c'est ce sur quoi je travaille depuis déjà plusieurs années,
Je pense que les anglo-saxons ont été, dès le XVIe siècle, ont été ceux qui ont déjà tout compris, ou presque tout, en tout cas mieux que les autres, la notion de réseau et d'espace fluide. Et je pense que déjà dans l'entourage de la reine Élisabeth Ier, il y avait déjà des gens qui pensaient à ça. Et je pense que quelque part, on peut trouver un fil rouge entre les pirates de la reine, les pirates officiels d'Élisabeth Ier, les Sir Francis Drake, les Sir John Hawkins, jusqu'à aujourd'hui Bill Gates, ou comment il s'appelle le type de Facebook, là, Zuckerberg, etc., etc. C'est-à-dire cette maîtrise anglo-saxonne de l'espace fluide et du réseau, je pense qu'elle remonte à très très loin. Très 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 loin. Je vais vous donner 2 exemples historiques. Et je terminerai là-dessus peut-être. 2 exemples historiques. 1713, fin de la guerre dite de succession d'Espagne, signature du traité d'Utrecht. L'Espagne est dans le camp des vaincus, et dans le camp des la France aussi d'ailleurs, mais enfin bon, c'est autre chose. L'Angleterre est dans le camp des vainqueurs. L'Angleterre aurait très bien pu dire à l'Espagne, bon, on est vainqueur, donc toutes vos colonies des Amériques, là, on vous les prend. Vous n'avez rien à dire. Eh ben non. On vous les laisse. On vous les laisse. C'est-à-dire qu'on vous laisse les colonies, d'un point de vue, je dirais, formel et juridique. Ce sont des colonies qui, juridiquement, continuent à être propriété de la couronne d'Espagne, sur lesquelles va flotter le drapeau de la couronne d'Espagne. Mais on vous laisse tous les emmerdes des colonies. Parce que des colonies, c'est pas uniquement du profit des colonies, c'est également énormément d'emmerdements. Faut gérer les révoltes indigènes, faut gérer des révoltes de colons locaux aussi qui veulent pas payer les impôts, etc., etc. C'est un nid à ennui, une colonie. Hein. C'est pas uniquement une source de profit. Donc ça, on vous le laisse. Tous les emmerdements des colonies, on vous les laisse. Par contre, tout ce qui rentre et tout ce qui sort de vos colonies sud-américaines, ça passe par nous. Et ça, c'est déjà une pensée stratégique réticulaire. Là où les Espagnols avaient une conception impériale, archaïque, de type romain, de type agraire, ce que j'appelle un colonialisme agraire. Un colonialisme de type agraire, pour moi, ce n'est pas un colonialisme qui fait tout reposer sur l'agriculture. Hein, c'est pas simplement ça, c'est de type agraire, en ce sens que qui pense la puissance comme un paysan pense la puissance. Je suis plus puissant que toi parce que mon champ il est plus grand que le tien. Ah ouais, ton champ il est plus grand que le mien? Très bien mon bonhomme, sauf que moi, c'est moi qui tiens le réseau, qui apporte l'essence pour ton tracteur, qui achète le lait que produisent tes vaches, qui tient les routes et les péages, tout autour de tes champs. C'est qui est le plus puissant? Hein? Réfléchis 2 minutes. C'est toi, parce que qui pense comme un paysan que ouais, j'ai un champ plus grand que le tien, donc je suis plus grand, ou c'est celui qui possède le réseau? C'est ça que les anglo-saxons ont compris tout de suite. Enfin, très vite, beaucoup plus vite que les autres. Là où, notamment, je vous dis, les Espagnols, en particulier, parce que les Espagnols, c'est les pires, c'est le pire exemple de ce point de vue-là, pensent de façon agraire, romaine, archaïque. La notion de colonie. Les Anglais, ils s'en foutent. Ils peuvent posséder des grands espaces territoriaux, ils s'en foutent. Quand leurs colons des 13 colonies d'Amérique du Nord disent « on veut s'étendre au-delà des Appalaches, on veut aller conquérir l'Ouest américain », Londres dit « non, non, on s'en fout d'aller conquérir l'Ouest au-delà des Appalaches. C'est un nid à emmerdement. On va être en guerre en permanence contre les Indiens, contre les Français. Ça va être de la guerre permanente, ça va être un gouffre à pognon pour le budget de la couronne britannique, et en plus ça rapporte rien, parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est des plaines paumées, complètement pourries, il n'y a rien, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de contrôler des points centraux, des points de passage, les côtes, etc., etc. Et ce sont les colons qui vont forcer la main, en quelque sorte. Ah bon, vous voulez pas vous étendre vers l'ouest? Eh ben on va le faire par nous-mêmes. Les vraies raisons du déclenchement de la guerre d'indépendance américaine, c'est ça. C'est pas les histoires d'impôts, tout ça, ça existe, mais c'est un prétexte, ça vient dans un deuxième temps. Alors ce qui me fait dire qu'entre parenthèses, on a aidé des gens à se libérer des Anglais pour qu'ils aient plus les mains libres pour venir nous taper dessus. Bon.
la préscience stratégique des Bruns. Bref, mais et puis autre exemple, l'Angleterre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, la puissance anglaise va s'auto-trahir en quelque sorte. Hein? On pense toujours au XIXe siècle comme étant le siècle d'or, l'apogée britannique. Hein, le XVIIIe siècle, c'est l'ère victorienne. On pense que ça y est, c'est l'apogée britannique. Moi, je pense pas. Je pense que c'est au contraire le début de la décadence britannique. La vraie apogée britannique, c'est le XVIIIe siècle. Et le XIXe siècle, c'est la décadence, je pense, pour deux raisons. D'une part, parce qu'après 1815, ils se retrouvent, ils n'ont plus d'ennemis. En 1815, ils ont battu le dernier ennemi sérieux, j'entends. Hein, bon. Ils se retrouvent sans ennemis. Donc, alors si, ils ont des ennemis coloniaux à droite à gauche, qui souvent d'ailleurs vont leur foutre des pâtés, hein, entre parenthèses, au XIXe siècle. Mais bon, d'un point de vue tactique. Et puis aussi, ils vont être obsédés par la conquête des Indes. C'est-à-dire par un immense empire terrestre. Et quelque part, c'est une auto-trahison, moi je l'interprète comme telle, comme une auto-trahison de leur conception réticulaire impériale, de la stratégie qu'ils avaient auparavant. Et je pense que cette puissance anglaise va se transformer au XXe siècle en une puissance anglo-saxonne, d'abord dans un premier temps reprise par ce rejeton de la puissance anglaise qui est la puissance américaine. Et puis il va se passer une autre chose intéressante à la fin des années 50, dans les années 57-58. L'Angleterre a déjà bazardé la plupart de ses colonies. Ils ont été obligés de bazarder l'Inde 10 ans avant, leurs joyaux. Là, ils s'apprêtent, on est en 57, ils s'apprêtent à bazarder toutes les colonies africaines, etc., etc. Et en plus, l'Empire britannique est complètement foutu stratégiquement, financièrement, économiquement et tout. Bon, c'est l'ombre. Depuis 1945, c'est les Américains qui font la pluie et le beau temps, qui sont vraiment les maîtres du monde. Et là, les Anglais vont se lancer dans une redéfinition d'eux-mêmes qui est majeure. Ils vont dire, on bazarde toutes les colonies, on s'en fout. Ça ne nous intéresse plus. On bazarde tout. On les garde dans le Commonwealth pour garder de bons rapports, etc. Ce qu'on aurait dû faire, nous, avec toutes nos colonies, plutôt que de s'emmerder avec des guerres coloniales qui ont tué la France, littéralement, hein, entre 1945 et 1962. Hein. Des guerres coloniales absurdes. On aurait mieux fait, et en plus on se serait épargné des drames, et puis en plus on aurait gagné des alliés, entre parenthèses. Mais bon, ceci est une autre histoire, comme disait Kipling, c'est le cas de le dire. On bazarde tout, on conserve un réseau de micro-États, qui sont toutes des places financières libres, qui sont tous des paradis fiscaux. Jersey, Hong Kong, les Bahamas, la Barbade, Gibraltar, hein, les moustiques, Gibraltar, etc., etc. C'est-à-dire une sorte d'archipel de paradis fiscaux dirigé par un véritable État libre qui est la City. Parce qu'à l'intérieur de Londres, la City, hein, qui est la City financière, a un statut de quasi-indépendance. On achève le processus de déterritorialisation de la puissance dans les années 80, avec une Margaret Thatcher ultra-libérale qui va achever de casser, y compris physiquement, le peuple anglais, la nation anglaise et sa classe ouvrière, qui va les casser, les broyer. Le tout derrière un discours, au contraire, bien évidemment, hyper patriotard. Hein. Mais en fait, pour faire exactement l'inverse de ce que serait un authentique patriotisme. C'est là où le diable est toujours rusé. Hein, bon. Et vous avez, dans les années 90, la City qui redevient la première place financière du monde, y compris devant Wall Street.
Hein. Là, je parle sous ton contrôle sur ces questions-là. Mais, et maintenant... C'est l'année dernière. Voilà. Je pense qu'on a maintenant affaire, on dit l'impérialisme américain, mais je pense qu'on a affaire à un impérialisme bicéphale. C'est Washington qui lui est encore territorialisé, avec un vrai nationalisme à l'ancienne, hein, et une puissance déterritorialisée qui est l'Angleterre, qui est la City. Et quelque part, moi je disais il y a quelques semaines, moi je pensais que par exemple si les Écossais avaient voté leur indépendance, la City, les vrais, c'est-à-dire les vrais chefs de l'Angleterre, hein, quelque part, ils n'en avaient rien d'affiche. Si les Écossais avaient demandé leur indépendance en 1910, ça aurait été une autre paire de manches. Ça aurait été réprimé de façon atroce, parce que quand il s'agit de réprimer des populations, les Anglais sont très forts. Nous, on est des enfants en comparaison. Même ce qu'on a fait à Madagascar en 1947 ou tout ça, en comparaison, c'est le Club Med. C'est le Club Med. Les Anglais, en matière de répression des peuples, c'est abominable. Et ils savent faire ça depuis le XIIIe siècle. Ça a commencé avec les Gallois. Bon. Mais là, aujourd'hui, quelque part, l'Écosse indépendante, on s'en fout, de toute façon, notre pouvoir, il est déterritorialisé. Je pense, hein, c'est mon hypothèse. Bon, je pourrais continuer sur l'espace fluide, l'espace solide, pouvoir réticulaire, etc. pendant longtemps. J'espère, parce que je suis parti un peu dans tous les sens, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour montrer les liens entre ces questions militaires stratégiques d'une part et la modernité de l'autre. Sur la guerre après la guerre du Golfe, etc. Vous aviez promis les nouvelles stratégies américaines, etc. La révolution dans les affaires militaires. De la révolution dans les affaires militaires, oui. Alors c'est un débat en soi, c'est-à-dire que un débat qui n'est pas encore tranché. Moi j'aurais tendance à dire, pour l'instant, est-ce que toutes ces nouvelles armes de précision d'une part, mais de façon plus globale, parce que c'est pas simplement les armes de précision, il faut penser les choses de façon globale, et la globalité c'est la notion d'informatisation du champ de bataille. En fait c'est ça, c'est le champ de bataille s'informatise. Le moindre fantassin maintenant va tendance à devenir informatisé lui-même, réticulé d'ailleurs entre parenthèses, parce qu'être informatisé ça veut dire être mis à l'intérieur d'un réseau. Cette informatisation du champ de bataille, est-ce que ça n'est que la continuation du processus de mise à distance commencé dès le XVe siècle? Et donc on aurait en fait une nouvelle phase d'un processus déjà ancien, une nouvelle phase certes accélérée, bien sûr. N'oubliez pas que les courbes ne sont pas forcément comme ça, elles peuvent être comme ça avec des sauts brusques. Bon. Ou est-ce que c'est une véritable rupture? Pour l'instant, j'ai pas encore la réponse définitive. J'aurais tendance à penser que c'est une véritable rupture. C'est que ça va faire changer tout. Et ça va peut-être même faire changer jusqu'à la notion de courage avec la notion de changement anthropologique. Si on garde à l'esprit cette notion de changement anthropologique de la nature du courage que j'ai évoquée tout à l'heure par rapport à la vitesse de l'arme à feu. Il est possible que des choses de genre interviennent. Il faut là, on est dedans, on est le nez dedans dans tous les sens du mot, ce qui est toujours une situation qui n'est pas très confortable pour penser une chose d'ailleurs, d'avoir le nez dedans. Est-ce que l'apparition de ces infanteries légères comme celle de ISIS en Irak actuellement, est-ce que c'est pas aussi une forme de révolution militaire, enfin un élément de mutation militaire fondamental qui est en train de se produire? Je sais pas. Pour l'instant, on a des éléments bruts qui arrivent d'un peu partout, qui déferlent. Nos bureaux sont noyés sous ces infos, en quelque sorte, et pour l'instant, on a du mal à bien cerner les choses et bien voir Bon, est-ce que le drone, par exemple, c'est un débat que j'ai eu il y a quelque temps dans différents lieux, est-ce que le drone, c'est vraiment un vrai changement dans l'art de la guerre ou pas? Moi, j'étais parti sur dire non, le drone, c'est pas un changement, c'est la notion de mise à distance entre l'émetteur et la cible, qui est en fait la continuation du processus commencé au XVe siècle. Donc c'est une évolution, mais c'est certainement pas une révolution ni une mutation.
Et puis, on a discuté là-dessus, dans différents lieux, on s'est engueulé, etc. Et puis, mon point de vue a commencé à changer quand un copain avec qui je discutais, Stéphane Baudin, pour ne pas le nommer, du site Théâtrum Belli, du site web, m'a dit oui Laurent t'as raison, mais en même temps il y a une vraie rupture qui intervient avec le drone, c'est la notion de permanence, la notion de vol permanent ou semi-permanent, et donc d'accession permanente ou semi-permanente à la troisième dimension, peut vraisemblablement être un vrai changement, apte à changer la nature profonde et pas simplement la forme ou la carapace ou la surface des choses. Faut bien distinguer les changements en profondeur, les changements de nature et les changements cosmétiques. Le canon de 75 en 1914, il a des roues en bois. En 1940, c'est le même canon, mais avec des roues en métal et des pneus. Mais c'est le même. Et puis quelque part, est-ce qu'il y a une différence de nature entre un canon de 75 et un canon de Greboval 2 siècles avant? Ça reste un canon. Bon. Ça, c'est un vrai débat de philosophie des techniques, pour le coup. Quand intervient une vraie rupture, un changement de nature dans un objet technique, c'est pas évident. Bon. Il y a cette permanence de l'accès à la troisième dimension qui est permise par le drone et qui va vraisemblablement changer beaucoup de choses. Et il y a aussi, je pense, le fait qu'il y a une démocratisation de l'accès à la troisième dimension par le drone. Parce que maintenant, le drone commence à être utilisé un peu par tout le monde, un peu partout. Alors, ça commence tout doucement à être utilisé par des particuliers dans leur jardin pour s'amuser, pour faire les andouilles avec leurs gamins. Mais ça, c'est marginal pour l'instant. Mais maintenant, ça y est, dans le monde du travail, c'est utilisé communément par les entreprises du BTP, dans le génie civil, dans le cinéma et le documentaire, etc. Ça y est, maintenant, c'est parti, ils ont tous des drones pour faire les tournages, etc. Et maintenant, on peut imaginer que de plus en plus de secteurs vont se mettre à utiliser ce truc-là. Et ensuite, d'abord, ça va être des secteurs professionnels, et au bout d'un moment, quand les secteurs professionnels auront suffisamment diffusé l'objet technique en question va être financièrement abordable par monsieur tout le monde, et il va y avoir des tonnes de drones. Et s'il y a demain matin une guérilla ou une insurrection en France, on peut imaginer que les drones ne seront pas utilisés uniquement par la police ou l'armée. Donc ça c'est un changement, oui. Pour l'instant on en est là, on tâtonne, mais c'est vrai que c'est une bonne question, c'est même la question majeure, je dirais. Mais pour l'instant on tâtonne, on a des éléments. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup.